Bonjour à tous, merci d'être parmi nous à cœur ouvert. Les femmes victimes de violences conjugales ont des droits, malheureusement souvent méconnus. Les connaître leur permet souvent de lutter contre l'impuissance et de reprendre le contrôle sur leur vie. J'ai avec moi sur le plateau Linda Bongo. Bonjour Madame Linda Bongo. Bonjour. C'est un honneur de vous recevoir parmi nous. Merci de m'avoir invitée. Vous êtes directrice des affaires sociales et de l'assistance judiciaire au ministère de la Justice. C'est cela. Bonjour Sandrine. Bonjour. Ex-victime de violences conjugales. Oui. Nous allons parler de votre histoire aujourd'hui. À quel moment ça a commencé? Vous pouvez nous raconter votre histoire? En fait, j'ai rencontré mon ex-mari en 2010 et un mois après, on s'est mis ensemble. Est-ce que Sandrine, tu peux nous raconter un peu la rencontre? C'était romantique, c'était où? C'était à OIM. Mhm. Donc, je l'ai rencontré, on s'est rencontrés par hasard comme ça dans la rue. Et puis après, on a discuté. Il était juste venu, il était venu en mission à OIM. Après, il est reparti, il est revenu sur Libreville. Et une semaine après, il m'a appelé pour venir passer un week-end chez lui. Je suis venue. Et quand je suis repartie après le week-end, je crois 3 semaines après, il m'a demandé de venir vivre avec lui. Donc ça a été très rapide alors. Oui, et puis après je suis partie vivre avec lui, puisque je travaillais, j'ai dû quitter le travail, la famille, et puis je suis Tu as fini venue. ton travail pour le retrouver à Libreville? Oui, en fait, j'ai demandé à travailler ici, puisqu'on avait une maison mère ici, et j'étais correspondante en province du média. D'accord. Donc je suis venue, on s'est installés ensemble, et puis j'ai commencé à travailler dans le média ici à Libreville. Et vous vous êtes mariés au bout de combien de temps? Au bout de 3 ans. Au bout de 3 ans. Oui, après 3 ans de vie commune, on s'est mariés en 2013. À quel moment vous avez constaté qu'il était violent, un peu agressif? Au début. Au début? Au début de notre rencontre, quand on a commencé à vivre ensemble. C'était pas physique au début, c'était plus verbal, plus psychologique. Il me rabaissait quand nous sommes avec des gens. Si quelqu'un me fait un compliment, il se met à rire. Après, il dit à la personne, mais arrête, sinon elle va croire qu'elle est vraiment ça. Des trucs comme ça. Et puis, devant mes collègues, il ne se gênait pas de me crier dessus, de m'insulter, des trucs comme ça. Bon, au début, je pensais que je pouvais supporter. Et après, pendant 3 ans, puisque j'avais promis à mes parents que ça allait être une relation qui allait marcher, puisque je suis venue précipitamment. Donc, retourner vers les parents, c'était comme si c'était un échec. Et j'ai pas voulu accepter l'échec. Donc, j'ai supporté. Et quand il m'avait demandé en mariage, j'ai essayé de prendre des conseils auprès de certaines personnes pour savoir si réellement je peux me marier avec lui. Les gens m'ont dit, il y a des hommes qui changent après le mariage. Ils peuvent être... Vous y croyez ça, Madame Pas Bongo? du tout. Pas du tout. Au contraire, moi j'ai l'impression qu'ils s'empirent après le mariage. Il y a des hommes qui sont même gentils jusqu'avant le mariage. Dès le lendemain du mariage, ils deviennent des démons. C'est vrai. C'est malheureusement le constat que j'avais fait, parce que quand je disais que je ne voulais pas me marier, je me rappelle une fois, il m'avait crié dessus parce que j'avais vu un de ses collègues pour lui expliquer que j'étais un peu indécise par rapport à la décision de se marier avec lui. Parce que quand je vois tout ce que je vis, s'il faut vivre ça toute sa vie, je ne pouvais pas. Et son collègue allait lui dire que non, où tu vois là, ta fiancée, elle est indécise. Il est venu, il a commencé à me crier dessus, et puis je me suis tue. Jusqu'au jour du mariage. Et c'était quand la première gifle? C'était la nuit du mariage. On attendait la voiture pour nous amener à la soirée. Et comme mes parents étaient venus de la province pour venir assister à mon mariage ici,
Et ma mère avait appelé pour dire si on pouvait trouver une voiture pour aller les chercher là où ils étaient pour les amener à la soirée, comme ils ne connaissaient pas la ville. Et il a pris le téléphone, il a dit à ma mère, de toutes les façons, je n'ai plus à vous écouter. Avant, je pouvais vous écouter, maintenant, je ne vous écoute plus, je l'ai déjà épousé, donc vous n'avez plus rien à dire. Donc, j'ai essayé un peu de contester. Ben, il m'a giflé. Puis, je me suis dit, bon, peut-être c'est... Avec votre robe de mariée, il vous a giflé. Ouais. C'est grave. Ouais. Et à ce moment-là, vous vous dites quoi? Que c'était trop tard. Mais déjà, quand un beau-fils prend le téléphone, la belle-mère, elle est pas en train de demander quelque chose. Elle veut assister à la soirée du mariage de sa fille. Elle n'est pas de la ville. C'est légitime. Exactement. Elle ne s'y connaît pas. Elle a besoin qu'on envoie un véhicule pour qu'elle puisse se rendre à la soirée. Donc déjà, le rapport « je n'ai plus à vous écouter », ça montre déjà que c'est quelqu'un qui ne supporte pas l'autorité qui vient d'une autre personne. Il s'estime être le chef à bord, le nick. Et donc, il est épousé pas parce que par amour. Il épouse pour avoir les pleins droits. L'autorité totale sur elle. On peut en déduire ça. Exactement. Puisque dès qu'il peut, il déclare à l'autre, c'est fini, je l'ai épousé, vous n'avez plus rien à me dire. Il annonce les couleurs. Il annonce les couleurs dès le départ. Pour dire que j'ai supporté vos intrusions là, mais maintenant, je suis le maître à bord, je lui ai passé l'anneau au doigt, il n'a plus rien à dire. C'est pour ça que moi, je comprends la chose. Et quand il vous frappe, il y a des personnes qui sont présentes? Bon, en fait, à chaque fois qu'il me frappait, on était plus qu'on vivait qu'à Non, deux. la première gifle, la première gifle. Non, on était dans la chambre d'hôtel en attendant la voiture pour aller à la soirée. D'accord. Donc, on n'était qu'à deux. La soirée a dû mal se passer pour vous. Oui, puisque après ma mère n'est plus venue. Elle n'a plus assisté à mon mariage. Et mon père, il est venu pour... lui, c'était pour venir me chercher pour que je n'assiste pas à ma soirée de mariage aussi. Donc, quand je suis arrivée, j'étais tirée entre mon père et mon mari. Et pourquoi votre père ne voulait plus que vous... Parce que par rapport à ce que vous avez dit, il avait dit à votre mère. Oui, surtout pour ça. Et je me dis aussi qu'il avait vu ça loin parce que mon père n'était pas vraiment d'accord par rapport à ce mariage. Parce qu'à la mairie, quand on s'est mariés, mon père, je l'avais pris comme témoin, mais lui, en venant, il ne venait pas pour être signer. témoin. Voilà. Il venait pour détruire. Quand le maire allait se demander qui s'opposait, il devait se lever pour dire qu'il s'opposait, mais malheureusement, le maire n'avait pas posé cette question. Ah bon? Donc, il a été pris sur le fait accompli et il a signé obligatoirement. Donc, pendant la soirée, mon père m'a appelé, il m'a dit « Comment peux-tu t'amuser alors que ta mère n'est même pas là ?» Et vous venez surtout de vous prendre une gifle. Ça, il ne le savait pas. Je n'avais jamais parlé de ça à personne, que je subissais tout ce que je subissais. Et mon père m'a demandé de partir avec lui, de rentrer avec lui à la maison. Je pouvais pas, j'avais mes collègues, j'avais mes amis, j'avais tout le monde qui était là. Et mon mari qui ne voulait pas que je parte. Il est venu me chercher, il m'a demandé « Où tu vas t'asseoir avec moi, ou tu restes avec ton père ?» Je me suis levée, je suis partie, le connaissant. Je suis allée m'asseoir avec lui. Et mon père est parti. Et ça s'est passé comment la suite des événements? Maintenant, après le mariage, la vie de tous les jours. Après le mariage, ça c'est encore plus compliqué parce que il est devenu plus autoritaire. C'était comme si je l'appartenais maintenant. C'est ça. C'était comme si je l'appartenais. Il me considérait comme acquise parce que il pouvait sortir. Il faisait 3 semaines, 1 mois dehors sans donner de nouvelles. Quand je l'appelle, il me dit « Tu me déranges ». Je laisse. Après, quand il revient, je ne dis rien, je ne pose pas de questions. Quand il rentre, il va directement à la cuisine, il regarde les assiettes que j'ai lavées, si c'est propre. S'il trouve un truc sale, il prend, il me balance ça, il commence à parler. Si je finis de préparer la nourriture, il prend, il verse à la poubelle. Donc, c'était à peu près tout ça. Et en général, les violences, c'était des gifles, des coups de poing, C'était tout, des coups de pied, des coups de poing, des gifles. Des fois, il prenait des objets pour me taper dessus. Et quand je fuyais pour aller chez mon frère, il les appelait pour leur dire que si jamais quelqu'un me recevait chez lui, il devait les poursuivre en justice.
et on me demandait de retourner. Au contraire, c'est vous qui aurez pu poursuivre ces personnes et pas vous aider pour non-assistance à la personne en danger. Hein. C'est l'inverse, mais c'est ça où les bourreaux sont forts, les pervers narcissiques. Ils vous la mettent à l'envers, en fait. Ils vous font croire que c'est vous qui êtes en porte-à-faux avec la loi, alors que c'est lui. C'est vrai, en général, ils sont tellement convaincants. Comment disons, aux garçons, disons la langue vaccinée. Ils ont une manière de s'exprimer, là on leur donne le bon Dieu son confession. On se soumet à leur argumentaire. Alors que ce sont des inepties qu'ils racontent. On ne peut pas reprocher à quelqu'un, la loi ne peut pas reprocher à quelqu'un d'accueillir une femme qui fuit une violence. Totalement. La loi ne peut pas vous enfermer. Même si vous êtes une femme mariée, au contraire, c'est l'inverse. Donc si vous repartez que vous mouriez, on aurait pu demander que mais elle était chez vous, pourquoi vous l'avez laissée repartir dans cet état avec ce personnage violent-là? Mais quand il vous frappait, excusez-moi, Non, allez-y. Quand il vous frappait, est-ce qu'après il s'excusait? Il n'y avait même plus le système où quand d'autres qui frappent, après ils demandent pardon, ou bien vous ne demandez même plus pardon, il continue seulement, comme si rien n'était. Non, lui, il ne demandait pas pardon. Il n'a jamais demandé pardon. Non, et à chaque fois qu'on faisait la réunion, je me rappelle une fois, notre bailleur, qui était aussi le chef des quartiers, qui ne faisait que suivre ça, un jour, il est venu nous trouver à la maison. Il m'a dit, toi, appelle-moi tes parents. Il a dit à mon mari, appelle-moi tes parents. Il a organisé une réunion entre les deux familles. Et puis, bon, ça c'était mes frères qui étaient venus parce que mes parents sont en province. Et ce sont aussi ses frères qui sont venus. Il a demandé à ce que mon mari s'excuse de tout ce qu'il fait. Il a dit qu'il préfère mourir que de s'excuser. Classique d'un pervers narcissique. Merci. Classique. Ça m'aurait étonné qu'il s'excuse. Il s'est jamais excusé. Il faisait juste des sourires et puis jusqu'à ce que le monsieur allait ici. Et vous êtes resté dans la maison là après? Vous n'avez pas fait déménager? On a déménagé, mais c'était pas pour cette raison. C'était à cause du quartier que je l'ai supplié si on pouvait déménager. Parce que j'étais devenue un peu la risée du quartier. Partout où je passais, tout le monde, les gens me regardaient avec pitié. D'autres qui venaient directement se moquer de moi, surtout certaines filles. Puisque c'est aussi un coureur de jupons à la base. Ils sont tous coureurs de jupons. Mais ça, par contre, les femmes qui se moquent d'une autre femme parce qu'elle est battue, méprisée, c'est vraiment bas, quoi. Mais ma question, c'est pourquoi vous êtes resté? Ça a duré combien de temps déjà? Ça a duré de 2010 jusqu'à ce que j'ai décidé de partir en 2019. 9 ans. Oui, 9 ans. Pourquoi rester pendant 9 ans? Il y a eu des enfants? Non, on n'a pas eu des enfants. En fait, je suis restée parce que je n'avais pas d'endroit où aller après et je n'avais pas de soutien. Vraiment, je n'avais pas de soutien. Et quand je disais aux gens qu'ils me battaient, certaines personnes ne croyaient pas. Parce que devant certaines personnes, ils se présentaient comme un monsieur bien. Donc, certains n'arrivaient pas à croire que je vivais ça. Mais d'autres personnes, il suffisait de venir rester à la maison avec nous, 1 jour, 2 jours. C'est là où tu te rends compte que oui, je vivais ça. Mais je n'avais pas d'endroit. Je n'avais pas de soutien. Je ne savais pas quoi faire. Une fois, je me rappelle, j'étais partie pour porter plainte au commissariat de Gros-Bouquet. En quelle année, s'il vous plaît? En 2015. Donc, j'ai écrit la plainte. Je suis allée pour déposer. J'ai trouvé des hommes qui étaient là. J'ai déposé, j'ai donné la plainte. Ils ont lu la plainte, ils se sont mis à rire. Ils ont dit, mais toi, tu veux fuir ton mari, pourquoi? Parce que si te frappe, ça veut dire que tu as dû faire quelque chose. Tu étais tuée. Et si tu ne veux plus, viens, moi, je vais t'épouser. Du coup, ils ont tellement banalisé la situation. Que vous êtes reparti. Ça va, Sandra. Non, je comprends, mais c'est grave. C'est pourquoi la loi 2021 est très bien. Parce qu'elle punit maintenant les agents qui font ça. Ils sont punis de radiation et du paiement d'une amende de 5 millions de francs CFA. Hein. Wow. La loi 006-2021 a prévu ça, madame. Vous vous rendez compte, vous avez été agressé, vous venez porter plainte, on vous agresse encore une seconde fois. Et dans ce cas-là, la victime, elle est complètement anéantie. Oui, avant 2021, c'était vraiment ça. Et quand elle venait vous se plaindre, vous appelez les OPJ, vous dites non, madame, elle ment. Vous n'avez pas de moyens, c'était vraiment l'anarchie. Hein. Alors que là, maintenant, ça ne se fait plus.
quand une femme vient porter maintenant plainte, ils ont été sensibilisés, ils ont subi des formations et puis ils savent que c'est la campagne, c'est la politique de Gabon et l'égalité, que la première dame tient vraiment à ces procédures-là. Maintenant que ces études, on a toujours des cinglotons qui veulent, qui se croient encore à l'arrière-temps préhistorique. Mais sinon, maintenant, ils n'ont plus le droit. Et moi-même, j'ai assisté à ça. Une dame qui est venue me voir le matin, j'ai dit non, avant que je puisse être saisie, il faut d'abord porter plainte pour je puisse intervenir. Vous portez seulement, même s'ils ne réagissent pas, vous portez seulement plainte, vous revenez. Je me suis dit, j'allais faire tout le boulot. Elle a mis du temps, j'étais même venue, mais elle allait faire quoi là-bas? Elle m'a dit, madame, ils ont arrêté mon mari. Il y a des gens en prison. C'est vrai? C'était 3 jours après la sortie de la loi 006. Hein. Je me rappelle que j'ai dansé avec cette femme-là. Hein. J'étais contente parce que moi, je suis magistrat depuis 2007. Imagine de 2007 en 2021, ce que j'avais déjà pu aux exactions policières auxquelles j'avais pu assister. Et là, j'étais tellement contente. J'étais tellement soulagée parce que maintenant, quand une femme va porter plainte et qu'elle a des preuves, genre photos, témoignages, il y a déjà une détention, une garde à vue préventive qui est automatique maintenant. Hein. Quand vous tombez sur des OPJ qui savent de quoi ils parlent, si ce n'est pas le cas, ça se fait dans les jours qui suivent. Ils ne laissent plus ça impuni maintenant. Donc, à ce moment-là, on se moque de vous, vous sortez du commissariat. Vous repartez à la maison. Je sors du commissariat en pleurant. Parce que en fait, ça m'avait fait très mal que les gens négligent ce que j'étais en train de subir. Vous étiez en enfer. Ouais. Donc, je suis sortie en pleurant, je suis partie à la maison. Et ça a continué. Quelqu'un m'a conseillé d'aller au tribunal. Qu'au tribunal, il y a une salle où il y a des juges matrimoniaux, des trucs comme ça. Que si je partais, il suffisait seulement de rentrer, il y aura quelqu'un qui va me recevoir. Je suis partie. Quand j'arrive, j'ai vu une dame. J'ai raconté. J'étais même partie en pleurant parce qu'il venait de me frapper. Donc, je suis partie en pleurant. J'ai vu une dame. Je lui ai raconté. Et après, elle m'a dit non, ils vont d'abord faire une convocation à mon mari. On va nous convoquer. Et puis après, ils vont écouter aussi sa version des faits. Ils m'ont donné une convocation que je suis allée donner à mon mari. On est reparti le lendemain ensemble. Et ça s'est mal passé. Parce que par rapport à ce qu'il a raconté, ce que je disais n'avait plus de sens. Il avait raconté quoi? Il disait que non, il ne m'a jamais frappé, il ne peut me toucher, s'il me touche, il peut me tuer, que je fouillais dans son téléphone, alors que je ne l'avais jamais fait. Moi, je préfère vivre dans l'ignorance que de fouiller le téléphone d'un homme. Vous allez peindre comme la fautive, en fait. En fait, je suis allée expliquer ce que je vivais, qu'il venait même de me frapper, que depuis un temps ça durait. S'il y avait une possibilité de me mettre à l'abri, peut-être même une séparation de corps. Vous n'aviez pas des bleus sur votre visage? Non, lui ne me tapait pas au visage, lui c'était au niveau du corps et machin. Vous n'avez pas des bleus avant, vous avez montré à la dame, non? J'avais une photo de moi avec des bleus que j'avais présentée à la dame. Et quand il est arrivé, il a parlé jusqu'à ce que la dame a dit, bon, comme c'est la première fois qu'on vous convoque, il faut faire une réunion de famille et puis essayer un peu de discuter avec la famille. Non, si ça ne marche pas, tu reviens. Et je crois que c'était la dernière fois que j'ai saisi les autorités par rapport à ça. Vous n'avez plus eu la force de continuer? Non, je me suis plus plaint. Et quand vous êtes rentré, il vous a encore frappé? Il s'est glorifié. Il avait eu un peu peur? Non, il s'est glorifié. Et tu croyais que quoi? Voilà, justement. Tu pensais, tu as cru que, tu as eu l'autre credence d'aller porter plainte contre moi. Toi, c'est justement tout ce qu'il disait. Je me suis rendu compte qu'en fait, je ne me fais jamais m'en sortir. Donc, j'ai là, on était en quelle année quand vous finissez de voir le juge? Quand vous décidez de aller vous plaindre auprès des autorités, nous sommes en quelle année? 2016. Qu'est-ce qui fait en sorte que 2 ans après, vous décidez de partir? C'est 2 ans après? Oui, c'est 2 ans après. Vous êtes parti en 2019? Je suis partie le 26 décembre 2018. Je suis partie de la maison. Elle a même retenu la date, hein? Qu'est-ce qui s'est passé le 26 décembre 2018? Oh, je suis trop de pour le pauvre travail.
Pardon, tout le monde. Non, allez-y, allez-y. Si on parle à cœur ouvert, voilà, allez-y. d'accord. Ah oui, c'est bon, nous sommes à Voilà. cœur ouvert. Nous sommes à Là. cœur ouvert. Oui, en fait, c'est le 26 décembre que j'ai pris mes affaires pour partir. Mais j'avais déjà l'intention de partir en septembre, avant que décembre n'arrive. On l'avait arrêté. Donc, il était placé en garde à vue par rapport à une situation qu'il avait eue à son travail. Il fallait trouver de l'argent pour le libérer. Donc, j'ai tout fait pour le libérer, mais lui, pendant qu'il était incarcéré, une de ses maîtresses venait. Et quand elle venait, c'est à elle qu'il s'adressait pour se changer, c'est à elle qu'il s'adressait pour manger. De quand elle arrive, les deux s'embrassent devant moi jusqu'à ce qu'un agent m'a appelé, l'agent de là où il était incarcéré m'a appelé, il m'a posé la question, vous êtes qui pour le monsieur? Je lui ai montré l'alliance, j'ai dit, je suis son épouse. Il dit, mais elle, c'est qui? J'ai dit, elle, c'est sa maîtresse. Il n'a plus rien dit. Moi, tout ce que j'avais en tête, c'était de le sortir de là. Parce que je voyais un peu, je n'aime pas voir quelqu'un dans la souffrance. Donc, j'ai tout fait pour le sortir de là. Et le jour qu'il est sorti, l'enquêteur nous a rappelé à son bureau et il m'a donné une feuille et un stylo. Il m'a dit, madame, écrivez une plainte. Je mets votre mari et sa maîtresse en prison, même pendant 2 semaines. Parce que c'est ce que j'ai vu moi-même. Je suis un homme, je ne peux pas faire ça à ma femme. Toute l'humiliation qu'il nous a fait subir. Elle était encore dépénalisée. D'accord. Toute l'humiliation que je vous ai vu subir. Pourtant, je ne parlais pas. Hein. Donc, eux tous, dans la brigade, ils voyaient tout ça. Elle ne pas gênée. Vraiment. J'ai dit à l'enquêteur que je ne portais pas plainte. Je préfère partir. Il m'a dit, quand tu auras envie de divorcer, viens me voir. Je vais t'envoyer Que Dieu bénisse cet enquêteur-là, parce qu'ils sont très rares. Bien qu'il soit assis sur l'émission à cœur ouvert, soyez béni, monsieur. Donc, je suis sortie. Et quand on rentre à la maison, il va chez sa maîtresse. Il a fait 3 mois. Et vous, qu'est-ce que vous faisiez? Vous préparez maintenant votre départ? C'est pas là où le déclic. C'est à partir de là, parce que on venait de me licencier aussi, on m'avait licencié. Donc, du coup, je n'avais rien. C'est lui qui payait la maison, c'est lui qui payait à manger. Quand il allait pendant les 3 mois, je pouvais plus payer la maison, je pouvais plus me manger. Pour manger, je faisais des bricoles par-ci, on me donne 1000 francs, c'est avec ça que je mangeais. Jusqu'à ce que j'ai appelé une de ses tantes. J'ai dit à une de ses tantes que s'il ne vient pas payer la maison, je l'amène au tribunal. Le lendemain, il est venu payer la maison. Et après, son frère, son propre petit frère m'a dit, pars d'ici. Si tu veux encore vivre longtemps, pars d'ici. Je n'avais pas le courage parce que je n'avais pas d'endroit où aller. Et le jour que j'ai décidé de partir, la veille, puisqu'on avait déménagé, notre bailleresse m'a appelée. Elle m'a dit, ma fille, j'ai subi ce que tu subis. J'ai dû quitter mon ancien mari. On a divorcé. J'ai rencontré quelqu'un d'autre qui m'a bien gardé. Tu es encore très jeune. Tu faut venir me voir si tu veux partir de là. Que Dieu bénisse cette bailleresse aussi. Le lendemain, je suis allée la voir. Elle m'a emmenée chez une dame et ils m'ont demandé de partir. La dame pouvait vous héberger en fait? Non, ils m'ont donné de l'argent pour aller à Ouyen, pour aller en province. Rentrer chez vous? Oui. Et quand je suis arrivée à la maison, j'avais juste pris mon sac à main. J'ai tout laissé, mes documents, mes diplômes, tout. Les habits, les chaussures, j'ai tout laissé chez mon mari. J'ai juste pris un sac à main. Parce que s'il savait que je partais, il devait... Mais il n'était pas là, non, il était pas chez sa maîtresse. Il était là le jour que j'étais partie. D'accord. Il était assis au salon. Il m'a même accompagné prendre le bus. Il savait que là, vous partez? Non. Non, il savait pas. Non. Vous avez pu faire un faux sac, non, je vais voir la famille, je vais rester 3 jours là-bas. C'est même lui qui m'avait proposé que non, mais ce sont des fêtes, pourquoi tu ne pars pas passer les fêtes chez tes parents? J'ai saisi l'occasion. Il fallait prendre votre diplôme, vous avez fait comment pour les récupérer après? Je les ai jamais récupérés. C'est pas bien par contre. Si quelqu'un regarde l'émission, il faut récupérer vos documents.
Parce qu'il peut vous faire du chantage avec. Quand vous partez comme ça, vous mettez ça discrètement dans votre sac de voyage, mais je comprends la peur. On n'a pas les mêmes réflexes. Effectivement. Et puis, quand je voulais venir récupérer, il m'a dit que je ne peux récupérer mes affaires qu'en présence de ma famille. Donc, quand vous partez, comment il sait finalement que vous êtes parti pour toujours? Quand je pars, lui, il quitte la maison pour aller vivre avec sa maîtresse. Non, mais c'est pas possible. Donc, je suis partie en province. 3 mois plus tard, il m'appelle. Il me dit non, je voulais savoir comment tu vas alors qu'il ne m'appelait pas. En fait, pour lui, c'était un bon débarras. Donc, il m'appelle pour me dire comment tu vas. J'ai dit à ma grande sœur que si celui-là m'appelle, ça veut dire qu'avec sa maîtresse, ça ne va Ça ne va plus. Et après, 2 semaines après, c'est sa maîtresse qui m'appelle. Elle me dit, voilà, je suis à OIM pour venir te parler. Je suis venue te voir parce que je vais te parler. J'ai fait un voyage pour ça. Je vais te rencontrer. Je l'ai rencontré. Elle me dit, va récupérer ton mari. Je sais pas comment tu faisais pour le supporter. Je ne peux plus. Elle subissait la même chose que vous? Je sais pas, elle m'a pas dit, elle m'a juste dit de venir récupérer mon mari. Quand tu l'embrassais devant moi là-bas au commissariat. Maintenant, là, elle n'en voulait plus. Tu le voulais bien, non? Faut garder. Elle n'en voulait plus. Je lui ai dit, non, moi, je vous ai laissé pour que vous fassiez tout ce que vous voulez. Lavez-vous, mangez-vous, embrassez-vous, faites comme vous voulez. C'est pour ça que je suis partie. Alors, faites votre vie, parce que je comprends pas pourquoi maintenant vous voulez vous séparer, puisque c'était moi la sorcière. Puisqu'elle avait mis dans la tête jusqu'à l'amener à l'église pour aller le délivrer de moi. Que non, C'était vous qui bloquiez sa vie. Oui, je bloquais sa vie, je vais le tuer. Je lui mets les choses dans la nourriture. Il ne mangeait plus ma nourriture, il ne dormait plus avec moi. Ils ont toute la même méthodologie, ces maîtresses-là. Il dormait Ah bon? plus avec En moi. général, c'est comme ça se passe? Généralement. Il y a d'autres hommes que ça prend, hein. Moi, je me rappelle, là, il y a un monsieur, il ne mange pas le de sa femme, donc sans faire exprès, l'enfant mangeait un sandwich, donc il a mangé dans le sandwich. Après, il dit, oh, qui t'a fait le sandwich là? Oh, c'est bon. Oh, faites-moi vomir, ça va me tuer. Ma femme a déjà tout dit. Ta femme s'équipe que je suis ta femme. Donc, il appelait même sa maîtresse, sa femme. Beaucoup même refusent de recevoir leurs enfants qu'ils ont eu d'un précédent mariage. Pourquoi? Parce que la maîtresse jure que l'enfant va venir avec les fétiches de la première femme, nuire à leur maison. Donc, ils ne reçoivent même plus les enfants de la première femme parce que ils sont des envoyés, Du diable. des agents de sa sorcière de femme. Donc, on a des mères comme ça qui ne s'occupent plus de leurs premiers enfants parce que la deuxième a décrété qu'elle a vu, soit même les femmes de l'église. Oh, là-bas, le prophète a dit, au moment où j'ai vu dans les visions. Il y a une dame du témoin de Jéhovah qui avait même des crises, hein. Oh, l'ange d'Al me dit que, oh non, ta fille a encore fait une bêtise. Oh. L'enfant est arrivé à mon bureau. Elle était traumatisée. Elle avait des tics. Elle faisait pipi au lit à 16 ans. On a dû l'éloigner du père. On a remplacé chez sa mère. On l'a suivi psychologiquement. Parce que je suis aussi directrice de la protection de l'enfance. On l'a suivi psychologiquement. Maintenant, elle va très bien. Elle allait en France faire ses études. Le père s'est rendu compte que la femme n'était pas normale. C'est après qu'on a vu comment sa fille allait bien. Parce qu'il croyait sa femme, en fait. Parce que sa femme lui faisait croire que non, ta fille a un problème. Ta fille était envoyée par ton ex-femme pour venir détruire notre foyer. Donc, il croyait en sa femme. Mais quand il a vu après comment sa fille était épanouie, que sa fille ne voulait plus mettre un simple orteil chez lui, elle a dit non, parce que tu veux me voir, on va chez Madame Linda, je te vois pas en dehors du bureau de Madame Linda parce que vous m'avez fait trop de mal, ta femme et toi. Parce qu'elle avait 16 ans qu'elle arrive. Donc, on s'est occupé d'elle jusqu'à ce qu'elle ait 17 ans et demi. Elle a même eu son bac. Parce qu'elle avait redoublé, mais on l'a tellement stimulé qu'elle a eu le courage de passer en candidat libre. Elle a eu. Là, le père a été impressionné, quoi. L'enfant qui veut chez moi, qui arrive même pas à faire ses devoirs, elle passe candidat libre, elle a son bac, elle va en France. Parce que, en fait, elle voulait que son père lui donne la nationalité, parce qu'il était français. D'accord. Mais il ne voulait pas à cause de sa femme, là. Mais quand il a vu que l'enfant a eu le bac, elle a la nationalité, et avant de partir, ils sont venus à mon bureau, le monsieur était dévasté, hein. Parce qu'il réalisait que, beaucoup découvrent la femme là dans mon bureau. Hein. Mais donc, à ce moment-là, la maîtresse, maintenant, vous n'êtes plus celle qui bloque la vie de monsieur. Maintenant, c'est venir récupérer votre mari. Justement, elle n'a pas supporté le tempérament de l'élément. Voilà. Donc, elle me dit de venir récupérer le mari. J'ai dit non. Vous m'avez dit quelque chose hier, lorsqu'on a eu un entretien.
qu'il vous disait que lorsque je te regarde, tu donnes envie de... Vous pouvez d'être répéter? brimé, oui. Il me disait à chaque fois, parce qu'une fois, je lui ai posé la question, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce que, s'il y a quelque chose que tu me reproches, je préfère que tu me le dises pour que, si je peux arranger, parce qu'à un moment, je me suis rendu compte que c'était de ma faute tout ce qu'il me faisait. Quand il me frappait, c'est moi qui partais encore m'excuser auprès de lui. Et je me disais, bon, peut-être que si il me disait ce qui n'allait pas et que j'arrangeais les choses, ça allait peut-être bien fonctionner. Après, une fois, il me regarde, il me dit non, en fait, quand on te regarde, tu donnes envie d'être brimée. Madame Linda, pourquoi les femmes victimes de violences ont toujours le même sentiment d'être coupables? C'est de leur faute. Je vais vous dire quelque chose que moi-même j'ai analysé dans le cadre de mon travail. Ces hommes ne choisissent pas n'importe quel type de femme. Ils choisissent deux types de femmes. Ils choisissent des femmes qui sont pleines de lumière. Toujours, si vous faites attention, ils choisissent des femmes qui sont pleines de lumière, qui sont dans leur élément, qui font ce qu'elles aiment, mais qui ont des blessures qu'elles n'ont pas guéries. Des blessures qu'elles n'ont pas guéries qui viennent de l'enfance. Parfois, ces femmes elles-mêmes ont eu une mère violente ou un père violent, ou ont vécu de la violence en permanence dans leur enfance. C'est-à-dire qu'ils font ça qu'elles normalisent la violence. Généralement, ces hommes-là choisissent des femmes qui normalisent la violence. C'est-à-dire, elle a vécu dans un environnement de violence. La violence ne la choque pas trop. Il y a des femmes qui, dès que vous leur mettez une gifle, elles crient au scandale, elles s'en fouillent, elles partent. Exactement. Il y a d'autres femmes, elles ont tellement vu qu'on frappait des gens, elles ont été tellement victimes aussi d'abus dans leur enfance. Donc, elles ne partent pas au premier coup. Elles ne partent pas à la deuxième bastillade. Donc, ça les rassure. C'est pourquoi tout à l'heure, je lui ai posé la question, mais c'était quoi son schéma pour s'excuser? Parce que généralement, il commence, comme on dit, violence verbale. Il voit déjà comment vous réagissez. Si vous ne réagissez pas à la violence verbale, et comme elle dit, c'est encore vous qui venez vous excuser, il sent que là, j'ai la proie idéale. Mais si vous avez déjà la manière de dire, ah non, tu m'as l'air, ce que tu m'as dit, je n'ai pas aimé, excuse-toi, ils vont rester encore longtemps dans l'hypocrisie, vous bercer, oui, excuse-moi, ils vont sortir les fleurs, je ne recommencerai plus. Ils vont continuer jusqu'à ce qu'ils vont briser votre résistance. Totalement. C'est-à-dire que c'est comme ils savent, c'est très psychologique. Quand on parle de pervers narcissique, ils savent qu'il y a un mur de résistance. Selon le caractère de la femme, dépend l'épaisseur du mur. Il y a des femmes qui ont un mur fin comme ça. Des femmes qui ont un mur, moi, j'ai un mur béton armé, mon frère, hein, donc pour casser ça. Toi, tu vas changer, toi, tu vas sortir de ma vie. Donc, quand il voit que vous avez un mur comme ça, il tape, il voit que vous n'êtes pas content, il s'excuse, il va déployer le grand jeu, vous allez encore retomber. Il continue doucement, comme une érosion, jusqu'à ce que le mur se fissure, et jusqu'à ce que le mur se brise. Et quand le mur se brise, il dit, le mur pour lui s'est brisé au moment du mariage. Exactement. Il a décidé que là, maintenant, elle m'appartient. Exactement. Elle est ma chose. Il y a d'autres qui n'attendent même pas le mariage. Dès que vous venez habiter avec lui, tu es à moi. Et généralement, quand la femme n'a pas les moyens, ce que moi j'ai pu voir, c'est quand la femme n'a pas les moyens, c'est surtout, soit les enfants, elle n'a pas envie de partir, de laisser ses enfants, et soit elle n'a pas l'argent, elle n'a pas l'endroit où aller, elle ne sait pas comment elle va faire pour se nourrir, elle ne sait pas comment elle va faire pour être autonome, donc elle reste. Et elles subissent des violences. Il n'y a pas simplement les violences physiques, hein. Il y a des violences morales qui détruisent les femmes plus que des coups. Exactement. Hein. Moi, j'ai reçu une dame où le monsieur disait, mais elle avait 15 ans. Il avait peut-être 25 ans, lui. Il avait pris, elle avait 15 ans, donc il a gardé. Le fait que les parents ne portent pas plainte pour détournement de mineurs, c'est ça qui occasionne aussi ça. Hein. Donc elle est restée avec lui de ses 15 ans jusqu'à ses 25 ans. Elle a fait des enfants et tout. Et maintenant, il trouve qu'elle est fanée, qu'elle est moche, qu'elle est bête, qu'elle ne fait rien, qu'elle est villageoise. Il se trouve une citadine qui a son goût. Donc, tous les jours, il venait dire, mais qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Pars déjà! Je ne veux plus! Va-t'en! Et comme elle ne partait pas parce qu'elle avait justement nulle part où aller, pas de formation, pas d'argent, il venait même avec ses maîtresses, dormir dans le lit, et elle dormait au canapé. Il finit tout ça, et puis il dit, fais le petit déjeuner. Le petit déjeuner, je te chasse de la maison. Donc, cette femme se retrouvait à faire le petit déjeuner, à laver le linge, à changer les draps de la femme qui avait passé la nuit avec son mari. Des femmes qui ont vraiment vécu des choses, hein. Mais ça, c'est une violence conjugale. Mais bien sûr la que c'est violence une conjugale violence. n'est pas
Justement, c'était la question que je voulais vous poser. Qu'est-ce que c'est réellement une violence conjugale? La loi 006/2021 a bien établi tout type de violence. Il y a la violence économique. C'est-à-dire, tu es le chef de famille, tu as promis à la jeune fille de monts et merveilles lors du mariage, je vais m'occuper de toi, tu n'as pas besoin de travailler, tu lui donnes plus d'argent, tu ne l'aides même pas. Parfois, il y a des femmes qui sont obligées de frotter l'huile qu'on prépare comme crème, hein. Même avoir des serviettes hygiéniques, excusez-moi, elles n'ont pas les moyens de les acheter. Donc le monsieur, les femmes qui sont dans un état de précarité, elles sont totalement dépendantes du monsieur avec qui elles sont. Donc il y a ça déjà, le monsieur est le maître. Donc violence économique, violence patrimoniale. On est marié par exemple à la communauté des biens, donc la communauté c'est la nôtre. Tu te permets d'aller vendre les biens sans m'en parler, alors qu'on les a acquis ensemble. J'ai participé, parfois j'ai aussi pris un crédit. Je me suis investi, mais tu vas vendre le bien sans m'en parler. C'est un patrimoine. Exactement. Donc, c'est les violences patrimoniales. Il y a les violences verbales. Tu n'es rien. Tu es moche. Tu es laide. Tu n'es qu'une sale pute. Dégage. Tu pues. Ça, ce sont les violences morales, ça. Parce que quand on vous dit ça tous les jours, matin, midi, soir, au bout de 2 ans, ça finit par rentrer dans votre tête. Exactement. Moi-même qui vous parle de ça, j'ai été victime de ça, hein. Pendant que j'étais à l'école de la magistrature, je sortais avec un monsieur de Pont-Gentil qui me disait, mais tu es tellement laide qu'il faudra que ton père me donne 300 millions pour que je t'épouse. Tu es à l'école même pourquoi? Tu l'avais du président, non? Il n'a qu'à te donner un travail et puis tu vas là-bas. Parce qu'il se servait de moi pour gagner de l'argent. Je devais l'accompagner dans les rendez-vous. Et quand les gens voyaient, la fille du président, et là, il donnait le contrat. Et on donnait parfois même les contrats à mon nom, mais il gérait tout. Et j'étais soumise parce que j'avais fini par croire que ce qu'il me disait, c'était vrai. C'est pourquoi je connais très bien le fonctionnement de ces messieurs-là, parce que moi-même, je suis passée par là. Il me faisait croire que j'étais d'une laideur, il fallait que je le remercie. D'être avec vous. Oui, il fallait que je le remercie même qu'il me touche. Parce que je suis tellement laide, le pauvre. Il se sacrifie, hein. Oui, il se sacrifie pour me supporter, pour me toucher. Bon, à l'époque, si j'étais obèse. Donc, je me disais, il a raison. Je suis vraiment laide. Donc, il vous sape le moral. Il vous fait croire que sans lui... On perd totalement confiance en soi. Et c'est ça les violences les plus dangereuses. C'est vrai. Parce que les coups... C'est vrai. Vous allez chez un médecin, vous suivez un traitement, ça part, les traces s'estompent. C'est vrai. Mais les blessures psychologiques... C'est vrai. Elles ne s'effacent pas aussi facilement, hein. Il faut que vous rencontrez quelqu'un qui va vous rassurer. Moi, le père de mes filles, celui qui est venu après, il m'a ramassé à la petite cuillère, hein. C'est pourquoi j'ai un respect infini pour lui, parce que il a dû tout réparer. Il a fait un vrai travail. Il a vraiment dû faire un travail parce que je n'avais plus confiance en moi en tant que femme. Je ne me trouvais pas belle, je ne me trouvais plus charmante. J'avais l'impression que j'avais aucune qualité. C'est vrai, il faut un travail de fond. Voilà. Même quand on me faisait un compliment, et jusqu'à présent même, j'ai des séquelles. Quand on me fait un compliment, je dis oui, c'est ça. Il y a toujours la petite voix là qui me dit oui, c'est ça. Mais c'est non moi qui dis oh, dis donc, oui, je mérite ces compliments. Merci. Oui, merci, je suis très belle. Mais quand je fais ça, les gens peuvent penser que c'est de l'arrogance. Mais non, pas du tout. C'est pour dire à la petite voix là que tais-toi. Je ne veux plus t'écouter parce qu'il a introduit cette petite voix dans mon cerveau qui vous fait croire que tu ne vaux rien. Il y a que à cause du nom de ton père que je suis avec toi. Si tu n'appelais pas mon goût, ben, je serais même pas avec toi. Tellement t'es moche. Il commence pas comme ça, hein. C'est au fur et à mesure, quand il sait que vous êtes amoureuse. Dès qu'il sent que vous êtes amoureuse, que vous êtes acquise, que vous êtes prête à tout, là. C'est là où il commence à saper le moral. Il sape le moral, il rentre dans votre cerveau. C'est des petites insultes, c'est des petites réflexions. C'est des petites, quand vous faites l'amour, il met le visage de côté, genre, il veut pas vous regarder. Ils font tout ça exprès pour vous briser. Et donc, j'ai gardé une phrase. Et je dis à toutes les femmes que je rencontre, si pour qu'un homme se sente plus, tu dois devenir moins, enfuis-toi. Si pour qu'un homme, je répète, pour si une autre femme écoute, si pour qu'un homme se sente plus, tu dois être moins, enfuis-toi. Un vrai homme n'a pas besoin qu'une femme devienne moins pour qu'il se sente plus. Totalement. Un vrai homme te laisse être le plus que tu es. Au contraire, il aime ça. Un vrai. Mais dès qu'un homme, pour qu'il se sente bien, veut que tu diminues ta lumière, il veut que tu diminues tes capacités, il veut que tu diminues ton potentiel, pour qu'il se sente homme, il y a un souci. Bon, qu'un homme veut que tu lui parles avec respect. C'est très important ce que vous êtes en train de dire. Dès qu'un homme te dit oui, quoi, parce que tu travailles, tu as plus d'argent que moi, hein, donc tu te sens obligé même de cacher tes promotions. Tu te sens obligé de cacher tes ouvertures professionnelles, de cacher tes opportunités, parce que dès que tu en parles,
il se sent en rivalité avec toi, c'est un homme qui est complexé. C'est un homme qui a déjà d'autres blessures. Ce n'est pas ton boulot de le réparer. Non. Surtout quand c'est à ce stade-là. C'est très difficile. Ce sont des blessures d'enfance qui sont ancrées en lui. Parfois, lui-même, il ne se rend même pas compte. Donc, rester avec ça, c'est signer pour souffrir. Parce que lui-même, il souffre. Mais ce genre d'homme, il ne change pas. Non. Pas comme ça. Peut-être même ceux qui suivent une thérapie. Et vous savez, j'ai été très fière de mon pays parce que la dame qui était venue nous former au ministère de la Justice, parce qu'on a ouvert le centre d'accueil pour femmes battues en Zion. D'accord. Elle était venue nous former. Elle nous a dit que, mais au Gabon, vous êtes en avance. Parce que nous, en Belgique, il y a que les violences physiques qui sont reconnues. Les violences morales et psychologiques ne sont même pas reconnues. Les violences économiques ne sont pas reconnues. Les violences patrimoniales ne sont pas reconnues. C'est-à-dire qu'on a une loi 006 qui est tellement complète. Cette loi-là, toutes les femmes doivent l'acquérir. Je pense qu'on a à Gabon Info, il y a un autre endroit là où on vend les lois là. Ma mémoire. Le journal officiel. Vous devez acquérir ça pour lire parce que même cette loi prend en considération les femmes qui font concubinage. D'accord. Ils sont allés même plus loin. On n'a pas le droit de vous frapper devant votre enfant. C'est des circonstances aggravantes parce qu'il y a des hommes qui battent les femmes au point de les mettre nues, les mettre dans la rue devant les enfants sans se soucier aucun état d'âme. Donc, cette femme aussi m'a beaucoup aidée, cette femme qu'on a reçue, Madame Korizi, parce que moi, maintenant, j'étais un peu blasée. Parce qu'il y a des femmes qui viennent se plaindre de leur mari lundi, vous les faites enfermer, mercredi, devant ton bureau, on te demande de le faire sortir. Cette dame m'a appris à accepter, à dire, refais sortir son mari. Sache que mais laisse ta porte ouverte, ne ferme pas ta porte, parce que peut-être, tu es la seule porte de sortie de cette femme-là. Tôt ou tard, elles finissent par avoir un déclic. Donc, cette femme a même donné même un autre souffle à mon travail. Parce que comme moi, vous veniez dans mon bureau, je me démerde, je me décarcasse pour vous sortir de là. Et je voyais les femmes repartir, je me braquais. C'est décourageant. Oui, je me braquais vraiment et je voulais plus les revoir. Elle m'a dit non, mais imagine que elles sont en train de mourir. Il faut quand même que tu puisses toujours les recevoir. Parce qu'elles finissent toujours par avoir un déclic. Parce qu'elle a travaillé en centre d'accueil depuis 30 ans. Donc, elle avait déjà développé, elle nous avait expliqué. Elle m'a même dit que je souffrais du syndrome du sauveur. Parce que qu'est-ce qu'on fait quand on souffre du syndrome du sauveur? Quand une femme vient nous expliquer sa situation, automatiquement, on veut l'aider, on veut la sauver. Exactement. Et quand elle repart, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. Qu'est-ce qu'on lui dit? Tu n'es pas sérieuse. Tu es une fausse femme. Tu es venue me voir, je me suis décarcassée. Finalement, tu mérites peut-être les coups que tu reçois. Qu'est-ce qu'on fait? On devient aussi un bourreau. On devient comme son mari qui la frappe à la maison. Parce que son mari lui dit ce genre de choses tous les jours. Donc, nous, quand elle vient demander de l'aide et que elle n'a pas réagi comme on voulait qu'elle réagisse, qu'est-ce qu'on fait? Mais on la traite comme son mari. Tu n'es pas sérieuse. Tu es une fausse femme. Tu es venue me voir, tu as porté plainte. Maintenant, j'ai arrangé la situation. Tu repars, ne reviens plus jamais me voir et tout. C'est encore un autre type de violence. Mais moi, je me rendais pas compte. Quand elle m'a expliqué ça, j'ai un peu plus ouvert mon esprit. Et depuis, quand une femme vient dire qu'elle veut porter plainte, je la suis. Quand elle me dit qu'elle retire, je retire. Et je dis, j'ai retiré, mais la prochaine fois qu'il te bat encore, reviens. Et il y a une à qui j'ai fait ça, je vais jamais oublier son regard quand j'y pense à... Excusez-moi. Ça me redonne encore la même émotion. Elle m'a regardée d'une manière... Elle m'a dit, merci madame. Merci de laisser votre porte ouverte. Je reviendrai. Et elle est revenue. Aujourd'hui, elle a un boulot. Elle a repris ses études et elle est heureuse. Oh Dieu merci. Bon, on a cœur ouvert, Vous comprenez que c'est une sorte d'emprise psychologique. C'est une emprise psychologique. Elle a fait 9 ans avec ce monsieur. C'est comme il y a des habitudes. Les habitudes deviennent des forteresses dans l'esprit. C'est vrai. Donc, elle a habitué. Elle a eu un instinct de survie et il y a des gens, par exemple, quand ils sortent de prison, il y a d'autres qui repartent parce qu'ils ne sont plus habitués d'être en liberté. Leur esprit a déjà pris l'habitude de la prison, on te réveille, on te dit comment manger, comment t'habiller, où aller. Donc, quand ils sortent, ils sont dépaysés. Et ils repartent. Parce qu'ils ne sont plus habitués. C'est la même chose avec ces femmes battues. Elles sont habituées maintenant à subir ces violences. Donc, quand vous leur demandez d'en sortir,
elles se disent, mais si je ne m'en sors pas, si je n'arrive pas, et si finalement il avait raison, et elles finissent par croire que le monsieur a raison, qu'elles ne valent rien, que le monsieur a raison. Tellement il est bassine, tellement il répète, et ces monsieur, je vous assure, les pervers narcissiques ont un pouvoir de persuasion que vous finissez par vous dire, vraiment. Et moi, j'ai même des gens qui me disent, ah, mais vous convoquez mon mari, quand il va venir là, il parle bio, vous allez le croire. C'est ça. Ne vous inquiétez pas, j'ai l'habitude. Et moi, je sais déceler ces messieurs-là parce que moi-même, j'ai été victime de ça. Je suis magistrat depuis 2007, nous sommes en 2023. Donc, croyez-moi, je sais les détecter. Ils sont toujours très mielleux. À des moments, il y a d'autres qui essaient même de vous draguer, hein, pendant que vous réglez les problèmes qu'il a avec sa femme. Non, non, c'est pas moi, c'est elle et tout. Ils ont le même langage. Vous expliquez comment je les détecte. Je sais pas, mais je les détecte dès qu'ils arrivent. C'est un sort de discernement. À force de les pratiquer. Mais ce que j'aimerais savoir, c'est surtout le silence des familles. Dans le cas de Sandrine, qui n'a eu aucun soutien. Moi, je sais qu'il y a des mamans, des fois, elles vont dire « Gilles te tape, mais supporte. Tu sais, le mariage, c'est pas évident. » Dans le cas de Sandrine, c'est l'affront qu'elle a fait le jour de son mariage que sa famille lui a fait payer, moi, je pense. On t'avait déjà dit non, on t'avait prévenu. Et parfois, la femme elle-même sait. Ah, il m'avait dit. Ma mère m'avait dit, mon père m'avait dit. Donc, elles-mêmes, elles ont honte de repartir. Sandrine, est-ce que vous-même, vous avez dit à votre famille ce que vous subissiez? Parfois, la famille n'est pas informée. C'est vrai. Des atrocités que leur fils subit dans le mariage. Parfois, eux-mêmes, ils tombent des nues. Donc, il y a ce premier cas de figure aussi. Parfois, la victime ne dit pas ce qu'elle subit à sa famille. Deuxième cas de figure, le monsieur a beaucoup d'argent. Donc, il offre des cadeaux aux familles, aux parents. Et donc, quand la fille demande de partir, oh, tu vas partir, l'argent qu'on reçoit, on va faire comment? C'est là où, non, mais reste, supporte. Parce que, encore, même dans ce cas-là, même si elle dit, il me frappe, elle ne raconte jamais tout. C'est vrai. Et même, je suis sûre que Sandrine ne nous a pas tout dit. Non, elle ne nous a pas tout dit. Et elle ne dit jamais tout. Elle ne dit jamais tout. C'est parce que j'ai vraiment travaillé avec une femme qui a été battue, qui m'a vraiment, vraiment expliqué comment elle fonctionne, que je sais qu'elle ne dit jamais tout. Mais certaines femmes souhaitent divorcer, la procédure est longue. Qu'est-ce qui bloque à ce niveau? Il y a 3 types de procédures. Avant, il n'y en avait que 2. Grâce à la loi 006, il y a 3 types de procédures. Il y a le divorce pour faute. Le divorce pour faute, c'est le divorce le plus long. Parce que le mariage est une institution qui est protégée par le législateur gabonais. On ne divorce pas facilement. Donc, le mariage est protégé. La procédure, c'est laquelle? Quand vous allez pour le divorce pour faute, c'est que votre conjoint a fait une faute. C'est-à-dire qu'il n'a pas respecté son serment. Il ne vous a pas soutenu, par exemple, en cas de maladie, il a commis l'adultère, ou il mène une vie déshonorante, ou il a une vie excessive, il se drogue, il boit énormément, ou il vous injure de manière... la vie conjugale est intolérable. Vous saisissez le juge et vous dites, ah, mon monsieur fait ça. Mais le problème, c'est que les femmes qui viennent souvent divorcer ne savent pas que quand on vient prétendre quelque chose, il faut apporter la preuve. C'est ça. Elles se contentent de dire, ah, il me frappe. Il n'y a pas de certificat médical. Il n'y a pas de photo datée. Parce qu'il faut apporter une photo avec la date écrite. Parce qu'il y a des femmes aussi, quand elles veulent mettre leur mari en prison, elles t'apportent une photo de 2002, alors que tu l'as pardonné, tu es resté avec lui en 2006. Non, j'apporte la photo de 2002 pour dire que non, il m'a frappé. Mais quand on vérifie, c'était une photo de 2002. Donc, c'est aussi la faute de certaines femmes, hein. Il faut apporter les preuves de la faute que vous reprochez à votre conjoint. S'il était adultère, il faut apporter la preuve de l'adultère. S'il vous bat, il faut apporter la preuve des coups. S'il a commis des excès, sévices, c'est-à-dire qu'il boit au point de s'uriner dessus, il faut apporter la preuve, il faut faire des photos de lui en train de faire ça. S'il vous a chassé de la maison, ou s'il a abandonné le foyer conjugal, il faut faire un constat d'abandon. Il ne suffit pas de venir dire, voilà ce que je subis dans mon mariage. Sans preuve. Sans preuve. Dès que vous venez sans preuve, votre dossier n'est pas pris au sérieux. La loi, l'article 16 du Code de procédure civile dit, il appartient à celui qui prétend quelque chose d'en apporter la preuve. Ça, c'est la substance de l'article 16. Mais si les enfants témoignent, on a vu papa taper maman. Non. Ce n'est pas rarement recevable. Parce que ce sont des enfants, et nous les magistrats, on n'aime pas
quand les enfants... Aider les enfants à tout ça. Voilà. Et on n'a pas le droit de demander à un enfant de choisir entre sa mère et son père. Exactement. Ça ne se fait pas. Parce C'est qu'après, c'est leur père. Totalement. Ah, parce que le père est un mari, un piètre mari, que c'est un piètre père. Mais beaucoup de femmes ne dissocient pas ça. Comme le mari, c'est un mauvais mari, c'est un mauvais père. Non, il faut dissocier. Nous, les magistrats, on dissocie mauvais mari que d'un mauvais père. Donc, même les employés, ce n'est pas recevable. C'est toujours mieux les voisins. Oui. C'est toujours mieux un huissier de justice qui a constaté, ou un certificat médical, ou une photo. Moi, je trouve que les photos disent tout. Forcément. Avec la date de l'agression. Moi, je me rappelle d'une femme, le mari l'avait tellement tapé que ses yeux étaient sortis, ses lèvres étaient comme horrible, tout son visage était enflé. Quand vous voyez une photo comme ça, vous la croyez d'office. Et vous mesurez la gravité des violences. Mais quand elles viennent verbalement, il me frappe. La loi, c'est la loi. On veut bien vous aider, on veut bien vous croire, mais aidez-nous à vous aider. Venez avec un certificat médical, venez avec des photos ou des témoignages des riverains. Au tribunal, quand vous faites la demande de divorce, c'est un dossier. Le juge qui va recevoir la demande de divorce, il va pas vous voir. Non. Par exemple, la chambre matrimoniale, on n'est qu'un juge. D'accord. Le président de la chambre matrimoniale va distribuer les dossiers aux 15 juges. Donc, quand on lit et qu'on n'a pas les preuves, on renvoie. C'est pourquoi il faut mettre des preuves. Que quand le juge lise le dossier, elle demande le divorce, pourquoi? Coups et blessures, certificat médical, photo, témoignage, constat d'huissier. Ok, c'est constitué. Là, c'est du concret. C'est du concret. Ensuite, quand vous déposez la demande, on va d'abord passer à l'étape, on va essayer de vous concilier. Il faut que le juge remarque que, on appelle ça lors de l'étape de conciliation. Quand le juge se rend compte que c'est plus possible, on fait l'ordonnance de non-conciliation qui vous autorise maintenant à divorcer. D'accord. Et maintenant, vous faites l'autorisation pour divorcer. Maintenant, quand vous faites l'autorisation de divorcer, vous, par exemple, je vous donne un exemple. Vous, c'est quoi votre prénom, rappelez-moi? Lydia. Lydia. Vous, c'est vous qui avez fait la demande de divorce et Sandrine est votre époux. Oui. Donc, vous venez à ce qu'on appelle l'audience de mise en état. Venez avec la lettre. Oui, moi, je demande le divorce parce que ça. Ok. On va vous demander de faire ça en 2 exemplaires. Sandrine, votre époux ne veut plus rester avec vous. Voilà ce qu'il dit. Voilà l'exemplaire, un exemplaire. Vous devez répondre à ça. Vous avez 2 semaines pour y répondre par écrit. Donc, le divorce pour faute, c'est le ping-pong. D'accord. Donc, chacun donne ses écritures toutes les 2 semaines. Voilà ce qu'il m'a fait. Donc, lui aussi, il lit. Elle ment. Quand elle dit que j'ai fait ça là. Non, voilà aussi ce qu'elle m'a fait. Vous aussi, vous lisez. Comment il peut dire ça? Donc, parfois, le divorce dure parce que chaque époux veut parler. Donc, ping-pong, ping-pong, ping-pong. Jusqu'à ce qu'ils disent maintenant, c'est bon, nous n'avons plus rien à rajouter. C'est qu'on va maintenant à l'audience de fixation. Mais 2 mois se sont déjà écoulés, hein, parfois même 3. Ils sont déjà écoulés à l'étape de fixation. Donc, on arrive à l'audience pendant les audiences de mise en état, peut-être 2 ou 3 mois se sont écoulés, parfois même 4 mois déjà se sont écoulés. On arrive à l'audience de fixation. Ok, on met maintenant en délibéré. Quand on met en délibéré, il y a d'autres encore qui vont dire non, parce qu'il y a des mesures provisoires qu'on donne en attendant que le divorce soit prononcé. On va peut-être confier à l'un des parents la garde des enfants. On va confier à l'un des parents le domicile conjugal. Donc, on appelle ça les mesures provisoires en attendant que le divorce soit prononcé. Pour que vous ne restez pas dans la même maison, pour que vous ne vous entretuiez pas. Mais les gens qui viennent encore dire, oh non, la décision des mesures provisoires là, on n'est pas d'accord. Changer. Donc, on repart encore. On repart. Et vous voyez, donc c'est un ping-pong. C'est toute une procédure. Toute une procédure qui peut durer 1 an à ce divorce pour faute. Le divorce pour rupture la vie conjugale, c'est vous avez fait déjà 3 ans sans vivre ensemble, sans avoir des rapports sexuels, sans vous voir. Là, c'est une lettre à la poste. Ça fait plus de 3 ans que l'on ne vit plus ensemble. Chacun a déjà refait sa vie. Chacun est d'accord. On dépose. Pas besoin de ping-pong, de preuves ou de ceci. Juste un constat d'huissier suffit. Au bout de 3 ans, les 2 époux déclarent qu'ils sont séparés depuis plus de 3 ans. Disons que le lien conjugal n'existe plus, qu'il échait de prononcer le divorce entre les 2 parties. Lettre à la poste. Et maintenant, il y a le divorce pour consentement mutuel. Les 2 époux sont d'accord pour en finir. Ils font une demande conjointe qu'ils adressent au président du tribunal en disant on veut divorcer, mais eux-mêmes, ils statuent déjà sur leur partage. Les enfants vont rester avec elle, la maison conjugale va rester avec elle, je vais donner combien par mois. En fait, le tribunal c'est vous qui faites votre divorce et le tribunal ne fait que acter et valider. Ce sont les 3 types de divorce là.
Mais le divorce pour faute, celui-ci dure beaucoup à cause de ce ping-pong-là. Parce que parfois vous avez écrit, mais l'autre n'est pas prêt à répondre. Vous dit non, donnez-moi un délai. Oh, l'avocat est renvoyé. Il y a des avocats qui, à un moment, on s'est rendu compte qu'il y a des avocats qui renvoyaient 5, 6 fois, 7 fois. À l'époque où j'étais magistrat, on a décidé que non, on n'avait plus droit qu'à 3 renvois. Maintenant, je ne sais pas comment ça se passe, parce que moi, je suis maintenant au ministère, je suis plus en juridiction. Mais c'est ça qui ferait que les demandes de divorce prennent du temps. Sandrine, vous m'avez dit quelque chose hier. Votre mari vous a dit que lorsqu'une femme quitte son domicile conjugal au bout de 24 heures, c'est abandon de foyer. Oui, c'est ce qu'il me disait. C'est vrai, ça? Mais lui-même, quand il disparaissait pendant 3 mois, c'est l'abandon de foyer conjugal aussi, hein. En fait, si vous voulez partir de votre foyer conjugal en sécurité, il faut écrire une lettre au président du tribunal. Monsieur le président du tribunal, je suis madame tant, je me suis mariée tant, devant l'officier d'état civil, communauté, 2 enfants, mais ma vie et celle de mes enfants sont en danger. Je suis obligée de quitter le domicile conjugal. Vous déposez le courrier avec la date de réception. Vous faites toujours en 2 exemplaires quand vous mettez le tampon en reçu. Et si vraiment vous êtes en danger, vous partez. Cette lettre va vous couvrir que j'ai dû partir parce que ma vie est en danger. Imaginez si vous restez, on vous tue. Attendez. Non. Mieux partir. Et lui aussi, quand il partait comme ça, vous faisiez venir un huissier pour causer que non. Constater que oui. C'est dans les 2 sens, hein. Mais beaucoup de femmes pensent que les hommes ont plus de droits. C'est vrai que jusqu'en 2015, les hommes avaient plus de droits que les femmes. Quand une femme quittait même l'abandon de foyer conjugal était suivi d'une peine de prison, hein. 5 mois parfois pour les femmes. Avant 2015. Donc, les femmes ont gardé ça en tête. Mais depuis là, c'est terminé, hein. C'est égalité dans ça, hein. Donc, le monsieur aussi quitte le foyer conjugal. Vous faites constater qu'il a quitté le foyer conjugal. Ça fait plus de 3 mois et tout. Lui aussi, le divorce peut être prononcé à ses torts. Va être prononcé à ses torts. Parce qu'on n'a pas le droit de quitter le foyer conjugal. Ce que beaucoup de femmes aussi ne savent pas, c'est que le monsieur n'a pas le droit de vous répudier. Oh, sors de ma maison, je ne vais plus te voir. Faut dire non, c'est ça par écrit. Donc, que tu n'écris pas, je ne sors pas. S'il vous frappe, il vous empêche de rentrer, vous venez qu'à une huissier de justice pour que l'huissier constate qu'il refuse de vous faire rentrer dans la maison. Parce que l'article, je crois, si j'ai une bonne mémoire, 254 du Code civil dispose que le mari est tenu de recevoir son épouse. C'est une obligation. Il n'a pas le droit de la chasser. C'est illégal. La répudiation est interdite au Gabon. D'accord. Interdit. C'est important de le souligner. Oui, bien sûr. Parce que les femmes, vous ne lisez pas. Avant de vous marier, prenez le code civil, lisez. Lisez vos droits, lisez vos obligations, lisez vos devoirs. N'allez pas seulement vous marier pour le goût de vous marier. Et puis parfois, certaines mères aussi ne suivent pas une formation juridique. Donc, ils disent des bêtises. Même parfois, même quand vous allez déclarer les enfants, quand une femme veut laisser la case vide, oh non, ne laisse pas la case, il faut mettre le nom de quelqu'un automatiquement. Mais ils ne savent pas que eux-mêmes, ils nous encouragent à faire un usage de faux en écriture. Donc, parfois aussi, il y a des gens qui ne sont pas qualifiés, qui sont en dépose, qui vous disent des bêtises et qui induisent les femmes en erreur. Par exemple, ces policiers, quand ils viennent se plaindre, qui se moquent, qui se mettent à rire. C'est pourquoi la loi 06 a prévu tous ces cas de figure. C'est vraiment une loi complète qu'on nous en vit vraiment à l'étranger. Et je pense que c'est pourquoi le Gabon a été classé 25e au rang mondial comme l'un des pays où les femmes sont protégées. Mais le problème, c'est que les femmes ne se documentent pas. C'est ça, connaissent pas leurs droits. Voilà. Sandrine, un dernier conseil pour les femmes qui vivent la situation que tu as vécue? Non, avant qu'elle donne le dernier mot, je vais poser une dernière question. Oui. Est-ce qu'il est revenu? Est-ce qu'il, quand il s'est rendu compte que vous avez vraiment décidé de partir, est-ce qu'il essaie de revenir vous reconquérir? Il était venu, mais pas pour me reconquérir dans la douceur, mais pour m'imposer de repartir à la maison. Parce qu'il pensait qu'il avait encore affaire à la même Sandrine. Oui. Il est venu comment? Parce qu'il faut se le dire pour que ces femmes-là, parce qu'ils font toujours revenir, ils n'aiment pas laisser leurs jouets. Non, en fait, j'étais tombée malade. Et comme après ma séparation avec lui, je suis vraiment tombée très bas. J'ai tout perdu. J'ai vécu dans une maison abandonnée chez mes cousins. Et quand je suis tombée malade, eux, ils l'ont appelé. Non, il y a ta femme qui est malade ici. Quand il est venu avec une autre personne. Il a dit, si elle veut que je m'occupe d'elle, qu'elle retourne à la maison. De toutes les façons, je ne viendrai jamais supplier pour qu'elle reparte.
Je pense que ça, c'est un homme qui ne vous a jamais vraiment aimé. Je ne sais pas. Je pense qu'ils aiment à leur manière, mais très perverse et narcissique. C'est-à-dire que tu m'aimes, mais il faut que je me sente valorisée, en fait. Il faut que ce soit lui qui règne, en fait. Et puis peut-être aussi, ils ne savent pas aimer. Hein. C'est ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous avez dit, je préfère mourir que de repartir là-bas, n'est-ce pas? Je me suis fâchée avec mes cousins parce que je ne voulais pas qu'il appelle. D'accord. Je voulais pas qu'il appelle parce que je savais déjà ce qu'il allait répondre. Mhm. Et après, il est parti. Quand il est parti, j'ai dit à mes cousins, ils m'ont dit non, il faut repartir parce il a menacé que si on te garde encore ici, il va nous poursuivre en justice. Je leur ai dit, je préfère que vous me fassiez partir, que vous me chassiez de la maison. Donc, ils m'ont demandé de partir. J'ai appelé une cousine, une ancienne condisciple qui m'a hébergée chez elle pendant quelques temps. Et quelle année que vous ne reveniez pas? Il vous a encore appelé? Non. Il n'a plus jamais rappelé? Non. Et après, ça n'a plus jamais fait de tentative de revenir vers vous? Non, non, plus jamais. Je pense qu'il vit déjà avec une autre. Vous avez divorcé? Oui, c'est ce que je voulais savoir. Vous avez officiellement divorcé? Non. Je me disais bien. Ah bon? Il va falloir le faire, hein. Imagine, vous devez refaire votre vie. Vous allez faire comment encore lié à ce sorcier-là? On m'a dit que il faut avoir de l'argent pour divorcer. Oh, Dieu. Pas du tout. Il y a plein de femmes qui divorcent sans argent. Il suffit seulement de savoir écrire. Vous écrivez la procédure, vous écrivez au président du tribunal. Je veux divorcer, voilà mon acte de mariage. Ça fait plus de 3 ans que mon mari et moi ne sommes plus sur le même toit. Ça fait plus de 3 ans, on n'a pas de 2019. Nous sommes en 2023. Les 3 ans sont largement dépassés. Je désire rentrer avec lui. Vous l'appelez, non, je veux divorcer. Quand vous allez déposer la lettre, on va le convoquer. On va vous donner l'autorisation de la signer. C'est vrai que ça, c'est la seule chose qui coûte cher, c'est trouver un huissier pour faire la citation à signement. Ça peut coûter dans les 50 000 et 80 000. On la signe, il vient à l'audience de conciliation. Dès que le juge se rend compte que c'est un divorce pour rupture de la vie commune, elle met ça directement en délibéré, enfin, elle met ça en fixation, et puis ça passe comme lettre à la poste. Osez! Sandrine, vous avez toujours peur de lui? Oui, beaucoup. J'ai toujours peur de lui. Ouais, je comprends. Parce qu'en fait, il m'a brisé complètement. C'est qu'il y a certaines personnes, quand ils me rencontrent, ils me disent, oh non, mais pourquoi tu as fané? Pourquoi tu as changé? Pourquoi ceci? Moi, je les regarde, je me dis, si au moins vous avez vu ce que j'ai traversé. Les gens ne savent pas ce que j'ai traversé pendant tout ce temps-là. Du moment où je suis quittée de chez lui jusqu'à maintenant. J'ai préféré souffrir comme je suis en train de le faire que de retourner. Comme je disais toujours quand il me disait qu'il allait me porter plainte, je dis je préfère 1000 fois aller souffrir en prison que de revenir encore vivre Moi, je vais chez vous aider toi. pour votre divorce, ok? Vous venez me voir à mon bureau au mois d'avril. Merci, madame. Oui, faut vous libérer de ces chaînes-là parce que spirituellement, vous êtes liés à lui, hein? C'est vrai. Faut vous libérer de ça. Parfois, ces gens-là, ils font des pratiques aussi, hein? Quand ils vous disent, oh, tu ne seras rien. Moi, je me rappelle d'une dame, le monsieur avait dit que tu ne seras rien si tu pars. Elle est quand même partie. Il allait faire une cérémonie pour l'enterrer vivant dans un cimetière. Il a pris ses sous-vêtements. Il a mis ses sous-vêtements dans un cercueil. Parce qu'il se disait, au moins, ne va trouver personne et on va me donner vérité parce qu'il avait peur qu'elle trouve quelqu'un. Et que l'on se rende compte que, mais finalement, c'était quoi le problème. Donc, il voulait qu'elle reste célibataire à vie. Heureusement que, elle s'est battue spirituellement et puis on a dit que non, ton mari a fait des pratiques sur toi et tout. Elle a dû faire des délivrances terribles. Aujourd'hui, elle s'en sort tant bien que mal. Vous avez retrouvé du travail? Oui. Gloire à Dieu, c'est déjà un miracle, c'est bien. Et c'est même grâce à ce travail-là que j'ai pu avoir un chez moi où je peux avoir un lit pour bien dormir. Et vous n'êtes pas prête à vous remettre en couple, hein? Non. Ça se comprend. Non. Peut-être être avec quelqu'un. En ce moment, j'ai rencontré quelqu'un, mais dire que me marier, c'est... Vivre dans la même maison. Vivre sous le même toit, supporter encore, parce que je sais pas ce que la personne aussi peut être, en fait. J'ai plus envie de subir la même chose. Donc, je préfère aller doucement
et ne plus penser au mariage. Je sais même pas si un jour je vais encore me remarier. Mais avec quel âge, Mme Discret? J'ai 39 ans. Madame Linda, le Oui. conseil pour la fin. Ne restez pas. Mm. C'est tout. Ne restez pas. Mm. C'est pourquoi moi je conseille surtout les femmes d'être autonomes financièrement. Parce que beaucoup subissent ces genres de violences parce qu'elles ne sont pas autonomes financièrement. Est-ce que vous avez des hommes qui ont des discours qui disent que oh, non, on ne veut pas les femmes qui travaillent parce qu'elles sont insolentes? Non! Elles n'acceptent pas l'intolérable. Elles ne justifient pas l'injustifiable. Le même mot que je vous ai dit, dès que vous devez vous mettre en position moins pour qu'un homme se sente plus, il faut partir. On va me dire que oui, mais au final, on n'a trouvé personne. Mais le mariage, c'est une question de vie et de mort. Hein? Quand vous êtes bien marié, vous pouvez vivre longtemps. Quand vous êtes mal marié, vous pouvez vite mourir. Exactement. On a le cas de plusieurs femmes qui sont mortes en étant mariées ou bien en voulant se défendre. Des femmes il y a beaucoup de femmes dans la prison centrale qui sont pour coups mortels. Pourtant, le mari est en train de les frapper. Elle prend une bouteille, elle tape pour se défendre, le mari meurt. Elle va en prison pour coups mortels. Alors que c'était elle la victime. Il ne faut pas rester dès que quelqu'un plie les poings. Moi, à la limite, je tolère les gifles. Une gifle, parce que nous femmes aussi, on parle beaucoup, bon, une gifle. Mais quand quelqu'un plie déjà les poings, non, faut partir. Faut partir, faut pas rester. Même par amour. Et il ne change pas. Beaucoup se disent, oh, je vais le changer. Je vais prier. C'est ça. Je vais jeûner. Ce que beaucoup de femmes ne comprennent pas, c'est que déjà dès la base de la relation, La fondation même du couple. Est-ce que tu as appelé Dieu avant de te mettre dans le couple là? Non. C'est maintenant que le monsieur te demande maintenant ces démons, maintenant que tu as maintenant appelé Jésus. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de femmes font. Elles se mettent en relation, elles ne se fient qu'à leur propre instinct. Et moi, j'ai compris que nous, les femmes, on reproduit les mêmes schémas. Par exemple, moi, c'est vrai que mon père m'a reconnu, mais il m'a reconnu, j'avais déjà 15 ans. Et mon père, pour qu'il te considérait, il fallait que tu travailles bien à l'école. Donc, j'ai toujours le mécanisme. Pour qu'un homme m'aime, il faut que je sois efficace. Faut que je lui apporte quelque chose. Je ne savais pas être aimée tout simplement pour être aimée. Parce que c'est le schéma que ma vie, mon enfance m'a imprimé. Donc, il y a des femmes qui sont déjà déréglées. Elles n'ont pas vécu avec un couple dans leur vie. Elles n'ont pas vu leur mère avec un monsieur. Elles ont vu leur mère seule se battre seule. Donc, elles ne savent pas gérer un foyer. Donc, quand elles rentrent dans un foyer, elles sont novices et elles subissent tout parce qu'elles ne savent pas comment ça se produit. Il y a d'autres qui savent comment ça se produit, mais elles ont vu leur mère fermer leur bouche, encaisser des coups et elles restent. Donc, ces hommes-là, ces pervers narcissiques, savent pertinemment à qui ils ont affaire. Ils étudient les femmes, ils découvrent leurs points faibles, ils découvrent les failles pour leur soutirer de l'argent, pour les envoyer même faire des crédits, pour leur forcer à rester dans le couple. Et ces femmes-là, elles sont là, elles subissent. Parce que déjà, leur mode de fonctionnement n'est pas correct. Moi, il m'a fallu 10 ans pour dire que, Linda, arrête, tu n'as jamais trouvé ton père dans un homme. Moi, je cherchais mon père. Je cherchais la relation paternelle que je n'avais pas eue dans mes relations amoureuses. Je voulais un homme qui allait me protéger, qui allait me dorloter. Et quand je voyais un homme autoritaire qui avait de la prestance, je me disais, lui, il pourra. Mais quand tu parles du coup, c'est une femmelette. Parce que pour moi, un homme ne peut pas avoir peur d'une femme. Totalement. Un vrai homme ne peut pas avoir peur d'une femme. Parce que les femmes, malgré les artifices, les masques qu'on porte, on a tout au moins le même fonctionnement. Une femme, elle se sent en sécurité émotionnellement, financièrement. Elle est parfaitement bien traitée, mais elle s'améliore. C'est vrai. Mais je ne suis pas en sécurité financière. Tous les jours, tu me menaces de me mettre à la porte. Émotionnellement, tu n'es pas stable toi-même. Tu me trompes, tu me ramènes des maladies, tu me ramènes des enfants. Une femme ne se stabilise pas. Elle a tout le temps peur. Donc, quand elle a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle devient agressive. Elle devient rancunière. Elle commence à dire que bon, tu fais, je fais. C'est ça, en fait. Les hommes veulent que les femmes soient comme des mères pour eux, mais beaucoup d'hommes ne sont plus des pères pour leurs femmes. Beaucoup de femmes aussi oublient qu'avant de se mettre en couple avec un homme, il faut d'abord qu'on soit amis. Parce que les feux de l'amour, les feux de la passion charnelle finissent toujours par s'estomper. Toujours. Ce sont les feux de l'amitié qui vont rester.
C'est très important ce que vous venez de dire. Les hommes attendent toujours à ce que leurs femmes soient aussi des mères, Mais- alors qu'eux, ils ne sont pas des pères. Ça, j'avais jamais pensé à ça. Mais madame, c'est mon travail. Je fais ça depuis 2007. De lundi à Ils vendredi. pensent plus à être des chefs que des pères. Alors qu'une femme doit être leur mère, leur confidente, leur sœur, leur fille. Enfin, elle doit être tout pour lui, mais eux, ils ne veulent pas jouer. Ils veulent se mettre l'homme, l'amant, le commandeur. Alors que eux aussi doivent être des frères, doivent être des pères, Des protecteurs. des protecteurs. C'est pourquoi, moi, j'aimais beaucoup les hommes de l'ethnie Fon, parce que j'ai l'impression qu'ils étaient aussi protecteurs. C'était très protecteur, mais maintenant, avec tous les cas que je reçois, je m'en rends compte. Mm. Ils sont tous pareils, hein. Nous sommes à la fin de cette émission. Un grand merci à Madame Linda Bongo pour cette émission. À Sandrine, un grand merci pour ton courage, car je sais que c'est la première fois que vous en parlez. Oui. À très bientôt sur TV+. Merci, au revoir. Et bravo pour ton courage, hein. Merci.